Donc nous passons maintenant donc, à Colline Dupuis, qui est doctorante à l'université de Paris-Saclay Versailles. Et donc vous travaillez aussi sur les expositions des arts de la femme au 19e et 20e siècle. Donc votre communication élargit un tout petit peu le spectre des femmes. Ce ne sont pas uniquement des artistes, mais aussi des entrepreneuses, des collectionneuses, des arts textiles, donc à la fin du 19e siècle, tournant, j'imagine, du 19e siècle. Donc, et cela, ça nous donnera aussi un précédent par rapport à Marie Cutoli qu'on a effectivement, dont on a examiné le cas ce matin. Je vous laisse la parole. Je vous remercie pour cette présentation et je remercie également les organisatrices de m'avoir invitée. Je suis absolument ravie de pouvoir participer à cet événement et de pouvoir écouter les belles présentations que nous avons eues tout au long de la journée. Je vous propose, moi, une intervention donc, sur les artistes, entrepreneurs, et collectionneuses des arts textiles aux expositions des arts de la femme à la fin du 19e siècle. Elle va faire écho quelque peu à la présentation de Nina, je pense. Voilà un court sommaire. Je vous propose de définir rapidement ce que sont les arts de la femme, puis de revenir sur 3 expositions, l'exposition de 1892, celle de 1895 et celle de 1898, organisées par l'Union centrale des arts décoratifs, connue sous le nom, l'acronyme de l'UCAD. Et nous finirons par un petit aparté sur l'héritage et la postérité de ces expositions. Les arts de la femme, qu'est-ce que c'est? Grande question, finalement, qui n'est toujours pas résolue totalement. Cette terminologie peut se rapprocher de certaines qui existent déjà. Pour des arts similaires, on peut parler d'art féminin, d'art d'agrément, de travaux de dames, de travaux d'art féminin ou même d'art mondain. Si on s'en tient à la définition qu'en donne Émile Bayard dans sa revue illustrée encyclopédique et pratique parue en 1904, elles contiennent par exemple la pyrogravure, l'art du métal, la photographie, la peinture à l'huile, mais aussi l'émail ou la gravure. Ça ne s'y réduit pas, car quand on regarde le contenu des expositions que je vais vous présenter, on y trouve du textile, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme de la tapisserie, de la broderie, de la dentelle et de la peinture sur étoffe. On comprend donc que la catégorie des arts de la femme outrepasse toutes les autres catégories artistiques traditionnelles. On ne parle pas ici d'art majeur ou d'art mineur. Tout est pensé sous le prisme de la création féminine et est défini de manière discriminatoire de cette façon. Il y a bien évidemment des partisans de cette terminologie, mais il y a également des personnes qui se refusent à l'accepter, comme l'artiste Ernesta Urban, qui nous dit « Une œuvre d'art ne peut pas avoir un sexe déterminé, il n'y a pas un art féminin et un art masculin, il y a des gens de talent et de génie, et il y a des œuvres bonnes ou mauvaises ». Venons-en d'abord à l'exposition des arts de la femme de 1892. C'est la première exposition des arts de la femme que j'ai rencontrée en France. Elle a lieu de juillet à décembre 1898 au Palais de l'Industrie à Paris, qui a été détruit vers 1900 et qui se situait à l'endroit même où nous nous situons aujourd'hui, au Petit Palais. Il accueillait 1100 exposantes pour cette exposition qui présentait parce qu'il y a des hommes dans cette exposition, plus de 10 000 objets. Pour cette exposition, j'ai choisi de vous parler des entrepreneurs et des industriels du textile. Dans cette section industrielle de l'exposition de 1892, on a différentes classes. La moitié de ces classes sont dédiées au textile, notamment la 8e classe qui contient par exemple des dentelles, du tulle ou des broderies. Dans cette section industrielle, on trouve dans les textiles majoritaires des broderies, des tapisseries ou des dentelles et ils sont au total de 16%. Nous avons également des objets qui sont en lien avec le textile, comme des machines à coudre, des métiers à broder, mais également possiblement textiles, et cela est dû à la faiblesse des informations que l'on a sur les objets exposés, et l'on ne sait pas quel matériau a été utilisé pour créer ces objets en particulier. Donc lorsque vous verrez possiblement, c'est systématiquement des objets qui ne sont pas identifiés.
On note aussi la présence des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais pour l'exposition de la tapisserie. Dans cette section, nous avons donc des femmes entrepreneurs, commerçantes et à la tête de petites manufactures. Elles sont 49 pour 312 hommes, donc très minoritaires. Elles présentent par exemple de l'orfèvrerie, des vêtements, des fleurs artificielles, des travaux d'aiguille et j'en passe. 17 exposent du textile, majoritairement des vêtements. N'oublions pas cependant les employés invisibles qui ne seront jamais mentionnés, comme celles qui participent à la vente dans ces commerces ou à l'artisanat. Nous avons ici l'exemple de 2 exposantes qui sont Mesdames Besson et Guyon associées qui présentaient lors de cette exposition des broderies en perles et qui avaient leur boutique 13 Faubourg Montmartre à Paris. Voici une image à gauche d'une œuvre qui a été exposée dans la section industrielle, donc présentée par Madame Leroudier, des broderies artistiques. Ici, ce sont des rideaux. Et sur la droite, vous avez une photo d'une femme à côté de son stand dans la section industrielle. Donc les femmes étaient bien présentes, voilà la preuve par image. Dans cette exposition, il y a une gigantesque section rétrospective dans laquelle des collectionneuses et des collectionneurs très mondains exposent leurs collections privées. Dans cette section, il y a également des classifications et la moitié est également dédiée au textile, à l'instar de la 2e classe, qui regroupe des costumes féminins nationaux, anciens, des étoffes, des passementeries. Dans cette section, il y a 295 collectionneurs et collectionneuses, dont 45 femmes pour 160 hommes, et un comité de dames tchèques dont le nombre n'est pas mentionné. Cela peut paraître peu, 45 femmes, mais en réalité, les femmes ont peu d'occasions de présenter leur collection en public, leur collection privée, et sont rarement valorisées. Donc c'est une occasion réellement inespérée pour elles de présenter leur collection privée. Dans cette section rétrospective, nous avons 33% de textiles, majoritairement des vêtements anciens, notamment ayant appartenu à Marie-Antoinette. Allons savoir si c'est réel. Des tapisseries, des dentelles. 14% sont possiblement des textiles et 3% sont en lien. Et là, nous avons des accessoires de couture, majoritairement des rouets, des tambours à broderie, des navettes, etc. Donc le textile peut représenter près de 50% de la section, ce qui est significatif. Et pour prouver cette grande présence du textile dans cette section, nous avons une photo de la section rétrospective dans laquelle nous voyons dans la vitrine au fond des cols en dentelle. Voilà quelques collectionneuses qui ont exposé dans cette section. Nous avons la comtesse Agado, qui expose 2 tableaux d'après Albert Dürer et Madame la comtesse Grefful, qu'on ne présente plus, et qui expose un paravent écran, un éventail et un écran à main. Passons maintenant à l'exposition des arts de la femme de 1895, qui a lieu de avril à juin 1895, également au Palais de l'Industrie, et est organisée par le Comité des Dames de l'UCAD, qui a été fondé en 1894. Je parle du Comité des Dames et non de l'UCAD. Cette exposition est la première qui est exclusivement féminine. Elle présente 340 exposantes et 1000 objets. Pour cette exposition, j'ai décidé de me focaliser sur les élèves du textile dans cette section enseignement de l'exposition de 1895. On y trouve 46 élèves et 51 dames artistes, c'est-à-dire 97 exposantes. Elles présentent ensemble 247 œuvres. Ces œuvres sont 6% composées d'œuvres textiles, 7% possiblement et 3% sont en lien. Et là, en lien, c'est surtout des compositions liées à du design d'étoffes, par exemple. En fait, cette faible proportion s'explique par le fait qu'elles exposent majoritairement des dessins, de la faïence ou de l'émail, et non des textiles. Les textiles majoritaires sont la tapisserie, la broderie et la peinture sur étoffe sur cette section. Seulement 2 cours dans cette section ont l'air d'avoir des enseignements textiles. Il y a le cours de Mademoiselle Marie-Françoise de Paul Cavaillé-Cole
et l'École normale d'enseignement du dessin de M. Guérin. Et on a notamment Mademoiselle Cécile Richon qui expose à partir du cours de Mademoiselle Cavaillé-Cole des broderies au point d'Aubusson dans cette section. Dans cette section, dans une section supplémentaire de l'exposition, nous avons des artistes et des créatrices amatrices de textiles. On a une section dames artistes. Dans cette section, il y a 51 exposantes qui présentent 144 œuvres. Dans cette section, la part du textile est bien plus élevée que dans toutes les autres parts de l'exposition. On le verra notamment avec le Salon des Mondaines. Ici, comme motif majoritaire, on retrouve les fleurs et les motifs japonais. Les techniques majoritaires sont la broderie, la tapisserie, la peinture sur étoffe ou la dentelle. Dans le Salon des Mondaines, on trouve 123 exposantes pour 371 œuvres, dont 59% de textiles. Je vous ai mis en haut qu'on avait affaire à 26 femmes avec des titres de noblesse. Ça a son importance, car ce sont des mondaines absolument connues, qui sont régulièrement relayées par la presse et qui sont très bien identifiées. À l'inverse, dans la section des dames artistes, il n'y a qu'un seul titre de noblesse et la majorité des artistes sont célibataires et non mariés, comme celle de la section des mondaines. Les motifs majoritaires du Salon des Mondaines sont également les fleurs, mais on y trouve des motifs religieux et des motifs Renaissance majoritairement. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une très grande variété de techniques liées au textile que l'on ne trouve nulle part ailleurs, des choses très inhabituelles, à vrai dire, comme les frivolités, les jours à l'aiguille, les paillettes qui le sont quand même un peu moins, mais le ruban, le tricot et surtout la pyrogravure sur étoffe. C'est justement Madame la princesse Valentine de Bibesco qui nous présente une des deux seules œuvres présentées en pyrogravure sur étoffe, ici sur satin, et elle nous présente un sac à ouvrage. Nous avons également Madame la comtesse de Beaujano qui nous présente un éventail en dentelle et Madame Laure Bourardel qui n'est pas habituellement connue pour ses travaux en textile mais plutôt pour ses talents de peintre et qui nous propose un paravent 4 feuilles, broderie et application. Nous pouvons comparer le contenu textile de ces expositions pour essayer de comprendre quelle est la place réelle de ces éléments dans chacune d'elles. On voit que dans certaines expositions, dans certaines sections, notamment la section d'art féminin, les chiffres sont assez équivalents. Par contre, dans la section industrielle, ils ne le sont absolument pas. Et cela pourrait s'expliquer par le fait que l'exposition de 1895 est exclusivement féminine et que l'on retrouverait plus de travailleuses dans le textile chez les femmes, dans les industries. J'aimerais aussi vous montrer que les chiffres ne disent pas tout. Ce n'est pas parce qu'il y a un nombre inconnu d'objets textiles dans la section enseignement de 1892 qu'il n'y en a pas eu du tout. Et ici, vous l'avez encore, preuve par image, les œuvres des élèves de la maison de la Légion d'honneur des loges qui sont exposées dans les vitrines et on y voit des broderies, des paravents, des vêtements et des écrans. Venons-en à l'exposition de 1898 qui est organisée de mai à juin à l'hôtel de la Chancellerie d'Orléans qui est alors le siège provisoire de l'UCAD. Elle est également organisée par le Comité des Dames. À ce jour, je n'ai pas encore trouvé le nombre d'exposantes et d'objets présents dans cette exposition, car les archives ont sûrement été détruites. Mais j'ai enregistré 230 demandes de participation. Dans cette exposition, toute une section, à la fin de cette exposition, était dédiée à la vente des objets présentés. J'ai donc prélevé un échantillon de 32 exposantes ayant mis 78 objets en vente à l'exposition pour vous montrer quelle part la vente avait dans l'exposition. Et rappelons aussi que la vente est essentielle dans ces expositions car elles servent en réalité aussi à faire connaître les artistes, leurs travaux, les industriels également, et à mieux les vendre ou à les vendre tout court à l'issue des expositions.
Donc pour cet échantillon, l'objet le moins cher mis en vente est une paire de petits chaussons créés par Madame Ferret et vendus pour 6 francs. Le plus cher est un paravent créé par Madame Kirchner et vendu pour 1000 francs. Si l'on regarde la moyenne des prix pour cet échantillon, nous arrivons à un total de 97 francs par article. Venons-en au textile. Il représente 27% de cet échantillon. 26% sont de nouveau possiblement textiles. Le type d'objet textile majoritaire sont les vêtements. Et la moyenne des prix de ces textiles est de 76 francs par article, donc 20 francs moins cher que la moyenne des prix pour les autres objets. Faisons une petite simulation. Si Madame Ferret venait à vendre tous les objets qu'elle présentait à cette vente de l'exposition, pour 7 articles, qui sont uniquement des articles textiles, elle récolterait 347 francs. Et lorsqu'on compare avec les salaires que nous ont donnés les précédentes présentatrices de la journée, on se rend compte que c'est un montant assez conséquent. Voici quelques œuvres qui ont été présentées durant cette exposition. Nous avons notamment une garniture de mouchoir en dentelle présentée par Madame André Bouillet, ou encore un métier à tisser qui n'est pas terminé, c'est volontaire, et présenté par Madame la Duchesse d'Uzès. Pour finir, nous allons rapidement parler de l'héritage et de la postérité des œuvres et des expositions. Les œuvres présentées dans ces expositions ont malheureusement très peu de postérité et n'ont pas réellement intégré les collections des musées pour diverses raisons. La première est la fragilité de ces œuvres, majoritairement textiles quand c'est les œuvres d'artistes amatrices, et donc qui ont eu des grosses difficultés à être conservées. On parle aussi de beaucoup de porcelaine qui est facilement cassable ou d'autres matériaux qui sont extrêmement fragiles. Mais n'oublions pas, avant tout, que ces œuvres n'étaient absolument pas dédiées à des expositions au départ. Elles sont plutôt vouées à rester dans l'espace domestique et à être exposées dans l'espace domestique. C'est-à-dire que ces œuvres ne sont jamais transmises à des musées, ou très rarement, parce qu'elles restent à l'intérieur de collections familiales, ou alors elles sont perdues par héritage successif. Et enfin, une des dernières difficultés que l'on rencontre avec les artistes qui exposent, c'est que nous avons peu d'éléments sur elles, donc elles sont peu identifiables. Le nom des artistes, des fois, est anonymisé et raccourci. Nous n'avons que très peu de prénoms et ce sont souvent des amatrices. Encore une fois, et les amatrices ont une visibilité ponctuelle grâce à cette exposition, mais leurs activités ne sont pas connues outre mesure. Pour les entrepreneuses, nous avons un problème similaire, c'est-à-dire que les archives de petites et moyennes entreprises sont très difficiles à trouver pour la période du 19e siècle et aussi pour le début du 20e siècle. Et on n'a pas non plus leurs prénoms, ce qui complique la tâche pour les retrouver. Et enfin, les collectionneuses ont des collections à elles, mais elles sont souvent rattachées aux collections de leur mari. Et donc, le nom de leur mari prévaut, et pas le leur. Ce qui fait qu'on ne les retrouve pas aisément non plus. Néanmoins, pour finir sur une note positive, ces artistes, ces femmes ont pu participer à de nombreuses autres expositions de ce type si elles le désiraient, car dans le cadre de ma thèse, j'ai déjà dénombré une 50aine d'expositions similaires, ce qui est très positif et ce qui veut dire qu'elles ont possiblement eu beaucoup de visibilité dans certains milieux. Je vous remercie pour votre attention.